La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le lundi 18 mai 2026. Aujourd'hui, ça s'appelle le nouvel homme le plus important du monde. Le marché obligataire a choisi d'envoyer un avertissement à Kevin Warsh en guise de bienvenue aux commandes de la Banque centrale américaine. La poussée inflationniste liée à la guerre en Iran tire en effet les rendements obligataires, donc les coûts d'emprunt vers le haut. Le marché action, lui, il en a pris bonne note vendredi, ce qui a provoqué des dégagements qui pourraient d'ailleurs se poursuivre. Dans la lutte entre les forces haussières de l'IA et baissières de l'inflation, eh bien, ce sont ces dernières qui ont repris le dessus depuis quelques jours. L'événement est un petit peu passé inaperçu au milieu de la visite d'État de Donald Trump en Chine, de l'Iran et de l'IA, mais la Fed a un nouveau président. Le mandat de Jerome Powell a pris fin vendredi et c'est donc Kevin Warsh qui lui succède, ou plus précisément qui va lui succéder, puisque Warsh n'a pas encore été intronisé car la confirmation par le Sénat n'a eu lieu que la semaine dernière. Mais bon, ce devrait être seulement une question de jours et Warsh devrait conduire le prochain meeting de la Fed qui est prévu en juin et diriger l'institution pour les 4 prochaines années. Espérons qu'il nous gratifiera de quelques mimiques variées dont Powell était un habitué parce qu'elles sont quand même bien utiles pour illustrer des papiers parfois austères avec des photos marrantes. En tout cas ce matin, je n'en ai pas trouvé de rigolote. Je m'attarde un petit peu sur Warsh parce que j'ai l'habitude de décrire le président de la Fed comme étant pour les investisseurs l'homme le plus important du monde. Les décisions de la Fed sont en effet déterminantes, vous le savez, pour la course de la première économie mondiale, mais aussi pour tous les actifs financiers et donc pour le monde entier. Lorsque la Fed bouge ses taux directeurs, elle stimule ou ralentit la consommation et l'investissement, et ça, in fine, ça affecte l'inflation, la croissance et l'emploi. Et s'il faut toujours plusieurs mois avant qu'une décision de taux ne produise ses effets dans l'économie, c'est ce qu'on appelle le délai de transmission de la politique monétaire, si vous voulez briller dans les dîners, eh bien les écrans des salles de marché s'agitent bien plus vite. Les marchés réagissent en permanence aux déclarations des banquiers centraux, essayent de percevoir les changements de position et réajustent les probabilités d'évolution des taux. La Fed occupe donc un rôle central dans la vie des marchés et son président porte une immense responsabilité. Alors oui, je sais, vous allez dire que toute ma théorie de l'homme le plus important du monde ne tient plus depuis que Donald Trump est revenu aux affaires. Bon, je vous l'accorde, c'est lui qui occupe le plus de temps d'antenne et ce sont ses décisions et ses déclarations qui font le plus réagir les marchés, mais peut-être que Kevin Warsh pourra récupérer ce titre une fois que Donald Trump aura quitté la Maison Blanche, ce sera en janvier 2029. La relation entre les deux hommes, ce sera en tout cas un élément à surveiller dans les mois à venir. Quand Donald Trump a nommé Warsh à la tête de la Fed en janvier, on sait que le président américain avait un critère de sélection en tête, quelqu'un qui soit enclin à baisser les taux. Alors ça tombe bien parce que Kevin Warsh avait fait campagne en justifiant des baisses de taux supplémentaires par les gains de productivité de l'IA, ce qui reste quand même discutable, mais Warsh arrive cette fois dans un contexte où la Fed fait face à un retour de l'inflation, une inflation qui a complètement enterré les espoirs de baisse de taux. D'autant que le marché du travail aux États-Unis est plutôt solide contrairement aux inquiétudes de la fin 2025. Résultat, le débat actuel est la Fed doit-elle remonter ses taux et on imagine déjà les messages incendiaires de Donald Trump sur Warsh si la Fed venait à relever les taux dans les mois à venir. Je termine quand même en rappelant que c'est bien Donald Trump qui avait nommé Jerome Powell à la tête de la Fed en 2017 avant d'en faire son bouc émissaire préféré. On souhaite donc bonne chance à Kevin Warsh et on peut parier sans trop prendre de risques que l'on reparlera beaucoup de lui dans les colonnes de Zone Bourse dans les années à venir. Pour démarrer son mandat, il doit donc faire face à une chute des obligations mondiales ou à la hausse de leur rendement, ce qui est l'autre facette du même mouvement. Le monde est en effet en train de parier sur un retour de l'inflation à cause du conflit en Iran et donc sur des taux directeurs plus élevés pour contrer cette progression. Le coût de la dette de tous les pays a pris l'ascenseur ces derniers jours. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que le marché obligataire envoie un signal de détresse, en particulier aux États-Unis où les questions budgétaires étaient un petit peu passées à la trappe dernièrement entre quelques bombardements et la construction d'une salle de bal ou d'un arc de triomphe. C'est l'une des raisons pour lesquelles les marchés actions ont souffert vendredi, en particulier à Wall Street. On notera toutefois que le S&P 500 a sauvé d'un cheveu une 7e semaine consécutive de hausse pour porter ses gains 2026 à 8,2%. L'Europe, elle, ne bénéficie pas du même accélérateur IA et elle a donc reculé sur la semaine écoulée, ramenant la progression du Stoxx Europe 600 en 2026 à 2,5%. On passe maintenant aux infos à connaître pour bien démarrer la semaine. Le sommet entre Xi Jinping et Donald Trump n'a pas abouti à de grands changements, en tout cas rien qui ne fasse vibrer les marchés financiers pour le moment. La présidence taïwanaise, elle, a réaffirmé l'indépendance de l'île vis-à-vis de Pékin après cette visite. Taipei n'a pas beaucoup apprécié la leçon de realpolitik de Donald Trump qui a déclaré que la vente d'armes de 14 milliards de dollars à Taïwan était une monnaie d'échange avec la Chine. La Chine où les chiffres de production industrielle et des ventes de détail d'avril ont déçu alors que le marché était plutôt optimiste au vu des précédents indicateurs. Le baril
baril de Brent, lui, il évolue toujours autour de $110, alors que la situation semble toujours dans une impasse pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Une frappe de drone près d'une centrale nucléaire émirati a contribué à tendre l'atmosphère. L'OMS a déclaré une urgence internationale pour l'épidémie d'Ebola en RDC et en Ouganda. Et enfin, on passe à la partie agenda des sociétés, donc les regards vont être braqués cette semaine sur les résultats de Nvidia, c'est prévu mercredi. Les investisseurs vont aussi suivre ceux de Home Depot et de Walmart qui sont de bons baromètres de la consommation américaine. Sur l'agenda macro, on n'a pas beaucoup de données cette semaine, mis à part les PMI des grandes économies qui sont attendus jeudi. Les ministres des Finances et les banquiers centraux du G7 se réunissent eux aujourd'hui et demain à Paris, mais ce ne devrait pas être le baptême du feu de Kevin Warsh puisque la Fed envoie son vice-président Phil Jefferson. Scott Bessent, le secrétaire au Trésor US, sera en revanche présent, si j'en crois le dossier de presse de Roland Lescure. Côté Asie-Pacifique ce matin, le rouge est mis, le Japon perd 0,8%, Hong Kong 1,1%, l'Australie 1,5%. Les replis sont un peu plus modestes en Inde, en Corée du Sud et à Taïwan. Les futurs de Wall Street, eux, ils sont toujours bien ancrés dans le rouge, signe que la position du marché obligataire inquiète les porteurs d'actions. Dans l'actu des sociétés maintenant, en France, Publicis annonce l'acquisition de la plateforme américaine de collaboration de données LiveRamp pour près de 2,2 milliards de dollars. Ipsen a présenté des résultats de phase 2 avec le Corabotas concernant les rides glabellaires. Par ailleurs, le laboratoire lance un nouveau programme de rachat d'actions. Pierre et Vacances a fait état d'une fuite de données concernant 1,6 million de réservations sur une plateforme de sa filiale Maeva. Nanobiotics présente de nouvelles données dans le cancer du poumon à l'estro. Et Lucibel fait entrer un actionnaire minoritaire à hauteur de 28% de sa filiale Procédé Allié. Sur l'agenda des publications du jour en France, on a quelques mid et small, Banijay, Pet Service, Big Ben ou encore Nikon. Ailleurs en Europe, Mercedes n'exclut pas une diversification dans l'industrie de la défense. ASML a signé un contrat avec Tata Electronics pour contribuer à la construction d'une usine de semi-conducteurs en Inde. Ryanair se dit de plus en plus confiante quant à l'absence de perturbation de l'approvisionnement en kérosène. Sonova mise sur de nouveaux lancements pour doper ses résultats du prochain exercice. Intact Financial songerait à une offre sur Hiscox. La Fed met fin aux mesures disciplinaires visant UBS et Crédit Suisse. OHB aurait sollicité des banques supplémentaires pour une augmentation de capital d'1 milliard d'euros selon Bloomberg. Prudential repositionne ses activités en Inde via une prise de contrôle de Bharti Life Insurance. BP va réduire ses effectifs dans le négoce de gaz par gazoduc pour se concentrer sur le GNL. IAG lance un programme de rachat d'actions et Glenstone envisage une offre de rachat en numéraire sur Alternative Income Rate. Sur l'agenda des publications du jour, on a donc Ryanair et Sonova, mais aussi Ørsted. Côté Amérique du Nord, NextEra et Dominion Energy seraient en pourparlers pour créer un géant américain des services énergétiques de 400 milliards de dollars. C'est une information du FT qui a été confirmée par d'autres agences par la suite. L'offre serait libellée à $76 par action selon Bloomberg. Les gestions américaines ont publié leurs arbitrages du tiers 2026. Parmi elles, Pershing Square de Bill Ackman déclare avoir vendu Alphabet au profit de Microsoft. Le Doge enquête sur les valorisations d'un fonds de crédit privé de BlackRock, a appris Bloomberg. KKR envisage la cession de l'opérateur de club privé The Bay Club selon Reuters. Et Elliott aurait constitué une participation conséquente dans Biorad Laboratories selon le Wall Street Journal. Ailleurs dans le monde, la justice de Corée du Sud a enjoint au syndicat de Samsung Electronics de ne pas contrarier la production. Seika Hutchinson renonce à l'IPO de sa division Télécom. Woodside était en hausse après l'accord d'Inpex pour l'acquisition d'une participation dans une co-entreprise gazière offshore en Australie et Brambles abaisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel. C'est terminé pour ce premier point de marché de la semaine. Excellente journée à toutes et à tous.